Femme remarquable. Aujourd'hui, Hedwig Kissler, ou Quand la plus belle femme du cinéma a aussi un cerveau. Hedwig Kissler est née le 9 novembre 1914 à Vienne, à l'époque l'Autriche-Hongrie, et morte le 19 janvier 2000 à Castleberry, en Floride. La petite Hedwig, outre l'allemand, le yiddish et le hongrois, apprend l'anglais, l'italien, prend des cours de danse, de piano, d'équitation, va à l'opéra. À l'âge de 12 ans, Hedwig remporte un concours de beauté à Vienne. Elle s'intéresse à ce moment-là déjà au théâtre, au cinéma. Et puis, un jour, elle voit Métropolis, en 1927, un film de Fritz Lang. Et là, c'est pour elle une révélation. C'est décidé, elle va devenir actrice. D'un autre côté, lors de promenades, son père, lui, passionné par tout ce qui est technologie, va lui expliquer le fonctionnement de certaines technologies. Et à la maison, avec lui ou toute seule, elle bricole assez souvent. Un jour, elle est assise à lire un script du cinéaste Gustav Machati. Le cinéaste, évidemment, la remarque parce que sa beauté est déjà extraordinaire et va décider de la faire tourner, malheureusement, dans quelques très mauvais films. Et en 1933, elle va tourner dans un film qui va décider quasiment du reste de sa vie. Ce film s'appelle Extase. C'est un film tchécoslovaque, quasiment sans dialogue, à l'esthétique très recherchée, avec un scénario que l'on pourrait résumer en disant qu'il est assez proche de celui de L'amant de Lady Chatterley. Alors le film va faire sensation, bien sûr, dans le monde entier et va rendre célèbre Hedy Lamarr, qui est le nom d'actrice qu'elle décidera de prendre à partir de ce moment-là. Alors, quand on parle de ce film et pourquoi ce film a été si important dans sa carrière et en même temps si terrible, elle dit se souvenir d'avoir exécuté les directives avec un peu de naïveté lors de la scène de nu, par exemple. Elle était encore un peu jeune. Et puis, ce sera la première fois que l'on verra à l'écran une scène d'orgasme dans laquelle on ne voit que son visage. Elle, ça lui est égal, elle ne porte pas de jugement moral sur la conduite de l'héroïne. Mais malheureusement, elle n'a que 19 ans et elle va acquérir avec ce film une réputation sulfureuse qui ne va plus jamais la quitter. Et toute une partie de l'Europe, où elle est aussi extrêmement célèbre, va la surnommer The Ecstasy Girl. Alors, même si les premiers censeurs avaient exigé l'insertion d'un mariage dans le film avant la dite extase, de façon à rendre ça plus correct, le film, lorsqu'il sera présenté à la Biennale de Venise, va être condamné par le pape Pie XI. Un certain Hitler, depuis peu au pouvoir, va l'interdire en Allemagne et les scènes polémiques vont être expurgées de la plupart des versions européennes et américaines. Hedwig Kissler, devenue Hedy Lamarr, actrice, est détaillée par la presse dans le monde entier. On remarque ses cheveux de jais, ses yeux marbrés bleu-vert ou bleu caméléon, parfaitement symétriques, son nez fin et rectiligne, sa peau de porcelaine, sa bouche comparable à l'envol d'un oiseau et son petit sourire rêveur avec sa voix à l'accent exotique. Son comportement va faire l'objet de nombreux commentaires dans les magazines. Les femmes vont l'admirer et l'imiter, bien sûr. Beaucoup, même des actrices comme Joan Bennett, vont se teindre les cheveux en noir, les coiffant avec une raie au milieu et des boucles vagues pour ressembler un peu à Lamarr, que l'on désignera à partir de ce moment-là la plus belle femme du cinéma. Au cours de sa carrière cinématographique, elle va jouer sous la direction des plus grands réalisateurs, King Vidor, Jack Conway, Victor Fleming, Jacques Tourneur, Marc Allégret, que l'on connaît bien en France, Cécile B. 2000 et beaucoup d'autres. Elle sera donc désignée en son temps comme la plus belle femme du cinéma, certains disent même la plus belle femme du monde. Mais au lendemain de son plus grand succès, qui sera Samson et Dalila, la chute de Hedy Lamarr est amorcée. Elle va se retirer en 1957 après toute une série d'échecs, une notoriété qui commence à s'estomper. Et en 1960 seulement, elle est honorée d'une étoile sur le Hollywood Walk of Fame. Mais heureusement, Hedy Lamarr a beaucoup d'autres centres d'intérêt que son métier d'actrice.
femme remarquable. Aujourd'hui, Hedwig Kissler, devenue Hedy Lamarr, actrice, productrice de cinéma et, voilà qui est beaucoup moins connue, inventrice autrichienne. Je vous disais qu'Hedy Lamarr avait évidemment une carrière d'actrice assez riche, même si très polémique. Elle était d'une beauté exceptionnelle, mais elle avait aussi un cerveau. Et son centre d'intérêt, en fait, c'est le design d'un côté et les inventions de l'autre. Elle affirme que les idées lui venaient comme ça, naturellement. Et elle va marquer l'histoire scientifique des télécommunications. Figurez-vous, encore jusqu'à aujourd'hui, on utilise une de ses inventions. Enfin, pas tout à fait uniquement son invention, mais une invention qu'elle a commise avec le compositeur Georges Antheil, qui est un pianiste très engagé, un pianiste anti-nazi, antifasciste et inventeur comme elle. Ils vont trouver tous les deux un moyen de coder des transmissions. On appellera ça l'étalement de spectre par saut de fréquence. Hedy Lamarr prend connaissance des technologies de différentes armes, dont celle de systèmes de contrôle de torpilles, alors qu'elle est mariée, c'est entre 1933 et 1937, à un certain Friedrich Mandl, un très important fabricant de munitions autrichien qui fait commerce avec l'Heimwehr autrichienne, donc l'armée, et qui fournit Mussolini. Waouh! Georges Antheil, de son côté, le musicien, le pianiste, est quant à lui familier des systèmes de contrôle automatique et des séquences de sauts de fréquence qu'il utilise dans ses compositions musicales. Eh bien, à tous les deux, ils vont mettre au point ce principe de transmission par étalement de spectre par saut de fréquence qui est encore utilisé au XXIe siècle. Et à l'époque, ils vont contribuer à l'effort de guerre des États-Unis. Parce que cette invention va mettre fin, selon Hedy Lamarr, au torpillage des paquebots de passagers. Il s'agit en effet d'un principe de transmission fondamental en télécommunication, qui est utilisé actuellement pour le positionnement par satellite, GPS et compagnie, pour les liaisons chiffrées militaires, les communications des navettes spatiales avec le sol, la téléphonie mobile, et même dans la technique Wi-Fi. Incroyable. Jusqu'à sa mort, Hedy Lamarr n'a de cesse de produire des inventions et elle va laisser derrière elle de nombreux projets plus ingénieux les uns que les autres jetés sur du papier. Dans le but d'aider les Alliés dans leur effort de guerre, tous deux vont proposer donc en 1940 leur invention à une association d'inventeurs, le National Inventor Council, et vont décider, le 10 juin 1941, de déposer le brevet de leur système secret de communication qui est applicable aux torpilles radioguidées pour permettre au système émetteur-récepteur de la torpille de changer de fréquence. Ben oui, c'est intelligent, parce que comme ça, elle rend pratiquement impossible la détection d'une attaque sous-marine par l'ennemi. Ils rendent cette invention immédiatement libre de droit pour l'armée des États-Unis. Leur objectif n'est pas de gagner de l'argent, leur objectif c'est que l'on utilise et que l'on reconnaisse leur invention. Le Bureau des brevets américains détient en effet la description d'un système de communication secrète pour engins radioguidés appliqués par exemple aux torpilles. C'est un brevet des États-Unis qui porte le numéro 200 292 387, déposé le 10 juin 1941 et enregistré le 11 août 1942. Ce brevet décrit un système de variation simultanée des fréquences de l'émetteur et du récepteur selon le même code enregistré. Antheil donne pour ce brevet tout le crédit de la partie fonctionnalité à Hedy Lamarr, en précisant que son travail à lui sur le brevet était simplement technique. Ce brevet a récemment été qualifié de « technique Lamarr », c'est comme ça qu'on l'appelle. Mais imaginez-vous, coup de théâtre, cette idée est tellement novatrice à l'époque que la marine américaine ne va pas en saisir l'importance et va la trouver irréalisable et ne va donc pas la mettre en pratique à l'époque. Hedy Lamarr n'indique pas cette invention, ni le dépôt de brevet dans ses mémoires sulfureuses. Plus tard, les progrès de l'électronique font que le procédé est utilisé, officiellement pour la première fois par l'armée américaine, lors de la crise des missiles de Cuba en 1962 et pendant la guerre du Vietnam. Imaginez, il est déposé depuis 1941.
Quand le brevet va enfin tomber dans le domaine public en 1959, ce dispositif est également utilisé par les fabricants de matériel de transmission, en particulier depuis les années 80. Et la plupart des téléphones portables que vous avez aujourd'hui mettent à profit les principes de l'invention de Lamar et Antey. En 1973, enfin, la reconnaissance va arriver à Eddie Lamar. Les fondateurs de la première journée nationale de l'inventeur publient un communiqué de presse avec les noms d'inventrices inattendues où on va lire d'ailleurs le nom d'Eddie Lamar, la femme qui avait rendu les missiles plus furtifs. Eddie Lamar est alors âgée de 59 ans, elle est un peu surprise parce qu'en fait, elle a déposé son brevet mais elle ne sait pas que son brevet a été utilisé. Et du coup, elle se dit tout de même, faut pas exagérer, je vais essayer d'obtenir des droits parce qu'il n'y a pas de raison. Mais voyez-vous, elle n'a jamais reçu de compensation financière pour son invention, qui est tout de même estimée à une valeur de 30 milliards de dollars. Alors elle a réclamé, elle a fait tout ce qu'elle a pu, mais elle ignorait une chose essentielle de la législation américaine, qui n'accorde que 6 années après le dépôt de brevet pour le réclamer. En 1997, Eddie Lamar va recevoir un prix, et un prix qui va lui aller droit au cœur, parce que c'est le prix de l'Electronic Frontier Foundation pour sa contribution à la société. À ce moment-là, elle vit en Floride, recluse. Elle a 82 ans et elle va décider évidemment de ne pas se rendre à la cérémonie parce qu'elle a peur que les gens se moquent de son apparence, elle qui fut la plus belle femme du cinéma. C'est l'historienne du cinéma Janine Bassinger qui a estimé qu'à une autre époque, Lamar aurait bien pu devenir une scientifique. C'est une option dont elle n'a pas bénéficié et dont Janine Bassinger dit « C'est une option qui a pâti de sa grande beauté » ou comment la beauté peut empêcher le monde de voir les cerveaux. Alors Eddie Lamar va compenser son amertume contre les manias du cinéma en disant des choses comme « Mais oui, il voulait quelque chose de bon marché, de stupide, dit-elle. Il voulait quelque chose de stupide, mais moi, j'ai de petites étagères dans mon cerveau. » C'est le moins que l'on puisse dire. Enfin, on arrive dans les années 2000. Dans les années 2000, elle devient le symbole de l'innovation et du design. On va commencer à célébrer son génie. En 2003, elle figure même sur la première de couverture de Denying Science, Stories about Women Scientists. Science et vie, guerre et histoire, tous vont la surnommer la bombe à tête chercheuse. Un prix autrichien d'invention porte aujourd'hui son nom et figurez-vous que son anniversaire, le 9 novembre, marque la journée de l'inventeur dans les pays germanophones. Et ça n'est pas tout. En 2014, la plus belle femme du cinéma devenue la bombe à tête chercheuse et le pianiste Georges Antey sont admis à titre posthume, car ils sont décédés tous les deux, au National Inventors Hall of Fame. Qu'est-ce qu'elle aurait été heureuse de vivre ce moment-là. Mais voilà, sa vie est quasiment terminée, elle a eu une fin de vie un peu compliquée. On peut se souvenir que dans les années 60, elle a dilapidé sa fortune déjà, mené une vie très mondaine, dilapidé sa fortune, et dans les années 60, elle a été arrêtée plusieurs fois pour, oui, il faut l'entendre, vol à l'étalage de produits de beauté. Donc elle va déménager de Californie dans un appartement à New York pour mieux s'occuper de ses poursuites judiciaires, notamment celles qu'elle a menées contre l'éditeur de son livre, car elle a entre-temps écrit un livre qui s'appelle « Ecstasy and Me ». Des histoires de droit, de films, etc. Elle fait des procès un peu partout, à son ex-mari, Howard Lee aussi, qu'elle a épousé entre-temps. Elle essaie de se défendre de cette accusation de kleptomanie, mais enfin bon, une fin de vie très compliquée. Elle ne communique plus que par téléphone avec le monde extérieur. Elle vit recluse en Floride. Elle parle souvent jusqu'à 6 ou 7 heures par jour au téléphone, mais ne va pratiquement jamais à l'extérieur. Elle ne rencontre personne. Pourtant, elle sort de temps en temps et elle est à nouveau arrêtée à Los Angeles pour vol en 1966, puis en Floride en 1991 pour vol là encore. Cependant, quand on parcourt sa biographie, on peut lire par exemple qu'en 1945, John Kennedy était de passage à Paris. Il lui a téléphoné pour lui proposer de venir à Paris. Il lui a demandé ce qu'elle voulait. Elle a répondu « des oranges ». Donc,
Elle l'a invité dans son appartement où il est arrivé 1 heure plus tard avec un sac d'oranges. Il faut noter que nous sommes en 1945 et qu'à l'époque, les oranges c'est pratiquement introuvable. Donc, elle a beaucoup apprécié le cadeau, le reste, on ne peut que l'imaginer. Enfin, de nos jours, et depuis les années 70, beaucoup de choses se sont passées autour de sa popularité. Par exemple, il vous faut noter que le personnage de fiction de Blanche-Neige de Walt Disney aurait été inspiré par le physique de Hedy Lamarr. Chevelure noire de jais, teint de porcelaine, regard azur, etc. Le réalisateur Ridley Scott va s'inspirer de Hedy Lamarr pour concevoir le visage à la beauté hiératique de la réplicante, le rôle de Rachel dans Blade Runner en 1982. Ingmar Bergman a écrit Un été avec Monica pour la comédienne Harriet Anderson et s'est notamment inspiré d'Hedy Lamarr dans Extase qu'elle a tourné 20 ans auparavant pour la scène de nu et qui était une des premières dans l'Europe de l'après-guerre, on en a déjà parlé. En 1974, Mel Brooks va utiliser son nom accompagné d'un bruit de paix dans Le shérif est en prison. Alors Hedy Lamarr va lui intenter un procès, mais ça n'aboutira pas. En 2017, Alexandra Dean va réaliser un film, Hedy Lamarr, From Extase to Wi-Fi. C'est pas mal comme titre, dévoilant notamment sa vie amoureuse ainsi que ses talents d'inventrice lors de la Seconde Guerre mondiale. En 2019, le National Portrait Gallery de Londres acquiert une affiche italienne originale de Luigi Martinatti du film Les Conspirateurs, qui a été tourné par Jean Negulesco en 1944 et qui la montre dessinée de profil. Son image reflète l'attrait qui l'a amenée à être qualifiée de plus belle femme du monde, peut-on lire sur cette affiche. Les traits de Hedy Lamarr, plus proches de nous, vont également inspirer les traits de Catwoman, le personnage de bande dessinée créé par Bob Kane. Voilà pour la vie incroyable de cette femme remarquable, Hedy Lamarr, la plus belle femme du cinéma, peut-être la plus belle femme du monde, devenue la bombe à tête chercheuse, peut-être un livre à lire, Ecstasy and Me, peut-être des films à voir sur la vie de cette comédienne magnifique et tellement intelligente, qui a eu une vie incroyable et remarquable. This is a song for Miss Hedy Lamarr, erased by the same world that made her a star. Femme remarquable.